Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce milieu d'après-midi, ce dimanche après-midi, où le ciel est un peu gris chez moi, là, c'est pas terrible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une série que j'ai regardée en un trait. C'est la première série, enfin première saison, qui s'appelle Ragnarok, qui passe actuellement sur Netflix. Alors je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison, parce qu'il me semble que les réalisateurs, je ne sais pas s'ils ont encore le budget. Bon, il y a une histoire de budget, je ne sais pas trop quoi. Peut-être qu'il y aura une deuxième saison, mais en tout cas, j'avais envie de vous parler, pas vous spolier la série, simplement vous mettre un petit peu, comme on dit, l'eau à la bouche, le désir de peut-être, si pour ceux qui possèdent Netflix, de regarder effectivement cette série qui s'appelle Ragnarok, ou pour ceux qui l'ont pas, de trouver d'autres moyens peut-être. Mais en tout cas, Ragnarok, si vous voulez, c'est basé sur une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est une mythologie nordique. Et la série se passe donc en Norvège. Et vous avez donc, tout au début du premier épisode, vous avez un personnage qui s'appelle justement Magne, je crois, et qui, avec son frère Loris et sa maman, doivent aménager dans cette ville qui s'appelle Eda. Donc ils arrivent tranquillement, et à un moment donné, sur la route, il y a une personne avec un fauteuil roulant électrique qui est juste au milieu de la route. Et la maman, eh ben, elle peut pas passer, elle klaxonne, elle a beau klaxonner, la personne ne bouge pas. Bon, alors Man, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de descendre de la voiture, il va le voir, il lui parle gentiment, calmement, et le monsieur, effectivement, se met sur la droite, et au même moment où il se met sur la droite, une femme surgit euh, d'un café, à- avec, je sais pas, une espèce de, je sais pas, de voyante, une personnalité assez étrange, un regard un peu hagard, vous savez. Et puis elle vient vers lui, elle le regarde et dit, tu es le missionnaire, tu es notre sauveur ou notre héros. Elle lui dit, je crois qu'elle parle dans la langue ancienne, il me semble. Et elle lui touche le front, elle passe sa main et puis son œil s'allume. Waouh, dites, c'est quoi ça? Puis lui, il est estomaqué par la situation, enfin il est subjugué par la situation. Il rentre dans la voiture et ensuite, bon, bah, ils continuent tous les trois leur chemin. Ils aménagent, etc. Et ils doivent, les deux frères, intégrer un nouveau lycée. Et ce lycée accueille a priori des enfants qui sont surdoués, des enfants qui a priori ont des aptitudes. Parce que son frère a doublé plusieurs classes. Je crois qu'il s'appelle Loris, son frère. Donc je vous montrerai une photo après, justement, des personnages de cette série. Et donc, il doit a priori intégrer une grande école, un lycée. Et donc il se présente, il le présente, etc. Et d'ailleurs, le professeur d'histoire raconte justement l'histoire d'Eda et du Ragnarok. Le Ragnarok qui serait, voilà, tout ça, on le verra dans Wikipédia, qui serait une guerre entre les titans et les dieux, il y a très très longtemps, où les éléments naturels se mêlent, un peu comme, vous voyez, c'est une fiction climatique, un peu comme le climat, etc. Mais je vais vous le dire après, justement, le sujet sur Numérama. Et donc, c'est vraiment une série intéressante à voir. Alors je vous parle pas du reste des épisodes, faut vraiment regarder parce que c'est pas le but, on n'est pas là pour spolier. D'ailleurs c'est ce que dit Numérama, vous allez voir. Mais voilà, il se trouve des pouvoirs en lui, avec notamment le lancer d'un marteau. À un moment donné, il est percuté par un chasse-neige, il a aucune fracture. Enfin bon, c'est un truc complètement fou, un espèce de Spider-Man, vous voyez, un Superman quoi. Et donc là, on va lire tout de suite. Alors je vais agrandir un petit peu. On va lire tout de suite justement l'article Numérama sur Ragnarok. Alors là, voilà. Il nous y dit quoi? Il nous a dit que Ragnarok, la nouvelle série donc norvégienne de Netflix, nous fait découvrir une nouvelle approche de la mythologie nordique. Que vaut ce team drama? Critique sans spolier. À partir du 31 janvier 2020, Netflix accueille sur sa plateforme une série originale norvégienne qui s'appelle Ragnarok. Comme ce titre le présage, les 6 épisodes tournent autour de la mythologie nordique. Mais tout se passe à notre époque, à Eda, petite ville fictive de la campagne norvégienne. Divinités et pouvoirs surnaturels seront par contre de la partie. Ragnarok est un team drama, pas vraiment comme les autres, grâce à l'ambition de parler de la crise climatique. La structure de départ est plutôt basique. Le jeune Magne arrive en ville avec sa famille, il est intelligent, il a quelques classes d'avance, il est un peu bizarre, mais il va se découvrir d'incroyables pouvoirs. L'intrigue se distingue ensuite en reliant cette histoire de super-héros au folklore régional. Car le Ragnarok, dans la mythologie nordique, désigne la fin du monde, une sorte d'apocalypse. L'apocalypse, en fait, c'est plutôt une révélation, on va dire. La météo, de plus en plus déréglée, provoquant des événements climatiques troublants, va laisser croire
à un deuxième Ragnarok moderne, qui est plus est. Il se pourrait bien que les divinités n'aient jamais vraiment quitté le monde, peut-être même que Magne est l'élu face à tout cela. La Spider-Man vibe, le point de départ donc de Ragnarok se rapproche de toute origin story d'un comic super-héroïque avec une patte de teen drama. Cette sensation est renforcée par la façon dont sont introduits les personnages. Dans le lycée qu'intègre Magne, on retrouve le beau gosse musclé, populaire, complètement idiot, la jolie fille populaire, l'autre jolie fille populaire mais intelligente, l'autre fille mais pas populaire parce qu'elle est bizarre avec ses cheveux bleus et son caractère rebelle, n'est-ce pas, etc. Magne, quant à lui, est dès le départ sujet aux moqueries des plus populaires. Il y a dans ce contexte quelques airs de déjà-vu. Le héros va peut-être découvrir ses pouvoirs dignes de ceux d'un dieu. Il peut tordre effectivement n'importe quel objet, même le plus résistant, ou envoyer un marteau à plus de 500 mètres. Autre avantage, il n'a plus besoin de ses lunettes. Voilà de quoi provoquer une vibe façon Spider-Man, qui démarre selon une mécanique similaire à laquelle on aurait ajouté quelques ingrédients de série B. Les premières minutes de Ragnarok ont donc de quoi laisser pantois tant on s'attend à se retrouver face à un team drama ou une origine de story super-héroïque assez basique. Mais la série se révèle être un peu plus que cela. D'abord grâce au casting, à la photographie et à la réalisation qui ne sont pas sans rappeler l'excellente série post-apocalyptique danoise The Rain. Alors The Rain, c'était l'histoire justement, je crois, pareil, danoise, mais ça parle d'un virus qui est amené par la pluie, je crois, justement. The Rain, je crois, en français, c'est la pluie, hein, en anglais. Et donc... c'est bizarre, c'est un peu cette situation dans laquelle on est aussi. Vous savez, c'est un peu prédictif, hein, toutes ces séries sur Netflix et autres, hein, c'est assez parlant, quoi. Ensuite, grâce à une intrigue qui injecte une ambition donc écologique à quasi politique dans le principe de team drama. On nous dit une ambition quasi politique. Ragnarok s'appuie effectivement sur la mythologie nordique pour mettre en scène les inquiétudes environnementales qui animent les nouvelles générations de lycéens et de jeunes adultes. La série est pensée comme une réécriture allégorique transposant les matériaux mythologiques d'origine au monde contemporain. Les dérèglements climatiques auxquels fait face Edda sont les défis environnementaux de notre époque, la fonte par exemple des glaces. L'immanence de Ragnarok apocalyptique n'est d'autre que l'imminence des désastres écologiques pour lesquels les jeunes sortent marcher dans les rues les vendredis. Les ancestrales divinités nordiques malfaisantes qui provoquent donc les dérèglements sont les décideurs politiques, éditorialistes, climato-sceptiques et ainsi de suite. L'enjeu environnemental ne passe pas que par des métaphores narratives. Ragnarok met les pieds dans le plat. Dès le premier épisode introduisant un personnage qui n'est autre qu'une militante écologiste très active sur YouTube, vous voyez, hein, d'ailleurs, et d'ailleurs la société s'appelle Youtube. Youtube, c'est assez étrange. En fait, c'est une industrie pétrochimique, hein, quelque chose qui pollue énormément, et qui fait donc ouvertement place à ses idées contre le plastique, par exemple. Ces idées infuseront le personnage principal. La série recèle aussi de clins d'œil et de détails. Quand Magne consulte par exemple YouTube, on retrouve dans son histoire de page d'accueil une vidéo dont la miniature affiche Greta Thunberg. Ragnarok a de très nombreux ingrédients redondants d'une team drama classique ou même d'une production super-héroïque, mais se révèle être finalement davantage une fiction climatique. La plupart des team drama mettent parfois en scène la jeunesse, sous tout ce qu'elle a de plus cliché, là où Ragnarok fait un effort, encore rare, parler de ce qui effectivement intéresse réellement. Aujourd'hui, les véritables jeunes, à savoir le climat, leur lien avec leur planète, dont ils veulent sauver l'habilité pour sauver leur futur, Ragnarok a cette ambition. Voilà, donc ça c'était effectivement un petit peu le débriefing de Numérama. Voilà, donc très intéressant. Et là, j'aimerais vous passer justement la petite bande-annonce. Alors, j'espère que je ne serai pas viré de YouTube à cause de ça. Mais voilà, donc cette petite intrusion, voilà, qui dure pas très longtemps, 2 minutes et demie à peu près, sur Allo. Voilà, je vous montre ça. Ça arrive, voilà, voilà. Et donc... Jeg bare åpnet øynene dine.
Ok, først av alt så skal vi hjertelig velkommen to nye klassekamerater. Ja, de er jo brødre. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne er god til noen andre ting. Det føles som at alt har forandret seg etter at jeg kom til Edda. Jeg er blitt usårbar. Her det skjedde. Den siste kampen mellom gudene og gjettene. Men hvem var gjettene? Du, han er nygutten i klassen min. Jeg vil at dere skal holde øye med han. Det der er Fjord. Han er en utul, han går i trea. Alle småjentene er helt gale etter han. Det er oss som avgjør liv og død. Skal det ikke være en krig først? Gjettene er der fortsatt. De ødelegger verden. Det er ingen som har tatt opp kampen mot dem. Ennå. Det er noe sjukt i den byen her. Hun så noe der oppe, ved breen. Vi er enige om at det ikke har vært en som han på 1000 år. Ulvene spiser sauene. Ikke hvis noen beskytter dem. Du skal ikke undervurdere ham. Hvem er du? Heltens reise har begynt. Voilà donc ce petit extrait de 2 minutes sur Ragnarok, vous avez vu, c'est très animé, beaucoup, la musique super sympa, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Et donc voilà, moi j'ai regardé c'est vrai les 6 épisodes, je crois que je vous l'ai dit au début, très rapidement, j'ai dit waouh, ça m'a tout de suite un petit peu scotché, j'ai trouvé ça super sympa. D'autant plus que c'est un domaine qui m'intéresse un petit peu, lié à la proto-histoire et à la mythologie de la proto-histoire. On retrouve un petit peu ces mythologies aussi en Inde, par exemple, dans les mythologies indo-européennes, etc. On retrouve ça notamment dans la Bharata, je crois, il me semble que ça se dit comme ça. On retrouve aussi ces mythologies. Donc on retrouve ça aussi peut-être chez les Grecs, vous voyez, un peu partout. Donc c'est vraiment passionnant par rapport à cette série que je vous conseille si vous avez la possibilité de la regarder, si vous aimez ce genre évidemment de sujet. En tout cas, ça a été vraiment passionnant. Alors vous voyez, je vais vous montrer les personnages, puis après on regardera la définition de Wikipédia, ce qu'il est dit justement sur le Ragnarok, d'où provient ce nom en fait. Et donc voilà, donc vous voyez ici on a effectivement la photo des principaux personnages de cette série. En commençant par la droite, alors je ne les connais pas tous, mais en pensant c'est Magne en fait. Ici on a son frère Loris. Je ne me souviens plus du nom, ça je crois que c'était ça c'était Isadore ou Isodore qui a été tuée lors du parapente. Mais en fait elle a été assassinée par les titans. Eux en fait font partie des titans, c'est de la Thésa et Fjord. Mais Fjord en fait il est très proche des humains. Pas du tout elle, elle est très prétentieuse, par contre elle est très intelligente, mais elle est très imbue de sa personne, on la voit d'ailleurs, vous voyez, elle est au milieu de tout le monde, c'est marrant parce qu'elle est vraiment au milieu elle, vous voyez. Et c'est une série vraiment géniale, je vous conseille. D'ailleurs, Fjord est amoureux de cette jeune-là. Et puis, ils sont très amis. Il perd son ami, il perd cette personne-là, en fait, man. Il est triste et puis il veut savoir ce qui se passe avec cette société qui s'appelle justement Utul. Il veut effectivement inspecter, faire des inspections pour voir cette industrie qui pollue. Et elle lui laisse son portable. Il va dire, bon, je vais pas vous spolier, elle lui laisse le portable. Il arrive à récupérer son portable à cette jeune. Et où elle a pris des photos, des vidéos comme quoi il pollue le fjord, etc. avec du mercure, du cyanure. Ça rappelle un peu aussi aujourd'hui, vous voyez, je sais pas moi, Areva, des grandes sociétés qui polluent. Et il y a vraiment, je dirais, un transfert entre justement ce Ragnarok ancien, mythologique, avec notre époque aujourd'hui. Voilà, donc maintenant on va regarder justement ce qu'il est dit dans Wikipédia. Dans Wikipédia, donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Ragnarok ? On nous dit que dans la mythologie nordique, le Ragnarok renvoie à une fin du monde. Voilà, c'était souvent une guerre entre les titans, ces géants, on l'appelait les titans aussi. Je crois qu'on les appelait les Néphilim aussi dans la Bible, il me semble, et les dieux. Voilà, les dieux, je ne parle pas d'un dieu, comme les religions monothéistes, là moi je parle des dieux polythéistes. Et donc renvoie à une fin du monde prophétique comprenant effectivement une série d'événements, dont un hiver de 3 ans sans soleil.
à imaginer sans soleil. Donc on peut imaginer effectivement dans un endroit très reculé, qu'on appelle le Fimbulvetr, alors je ne sais pas si je prononce bien, suivi d'une grande bataille sur la plaine de Vigrid. La majorité des divinités, comme par exemple Odin, Thor, Frey, Heimdall et Loki, mais aussi les géants et la quasi-totalité des hommes y mourront. Une série de désastres naturels verront ensuite le monde submergé par les flots et détruit par les flammes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a, c'est vrai, quand on regarde notre planète actuellement, dans le monde contemporain, on voit il y a des catastrophes un petit peu partout. Hein. Le tsunami en Asie, là, qu'il y a eu il y a en 2003, je crois, 2004, qui a fait un énorme ravage. On a aussi les éruptions volcaniques, on a ces incendies en Californie, mais aussi effectivement en Australie. Bon bref, une renaissance dont suivra où les dieux restants, dont Bald, Hord et Vidar, rencontreront Lift et Livpraside. Deux couples humains survivants, effectivement, et donc vont repeupler le monde. Alors oui, ça nous rappelle un petit peu, vous voyez, pareil, on retrouve ça aussi dans la Bible avec Adam et Ève, on retrouve ça aussi chez les Sumériens. C'est toujours étonnant, hein, cette histoire de ce couple qui crée le monde, à l'origine du monde, ce couple, cet homme et cette femme qui ont des enfants, etc., etc. Il est dit ensuite que le Ragnarok est un thème important dans la mythologie nordique. Il est principalement relaté dans l'Edda poétique, en section de la Volupspa, je crois qu'on dit, probablement écrit par un clerc islandais après l'an 1000, mais aussi dans l'Edda de Snorri, rédigé au XIIIe siècle par Snorri Sturluson, qui s'est lui-même inspiré de l'Edda poétique. Le Ragnarok constitue l'objet de nombreuses études et controverses visant à déterminer l'origine réelle du récit rédigé tardivement après la christianisation du monde nordique. Évidemment, on a chassé les païens, ça on le savait, à cause de ces religions monothéistes. De nombreux spécialistes soutiennent que les textes faisant donc référence à la fin du monde prophétique sont inspirés des récits bibliques, et oui, du jugement dernier, notamment l'Apocalypse, qui veut dire révélation en fait, hein, vous avez aussi le terme révélation, et la fin du monde millénariste, et de l'Ecclésiaste. Certains y trouvent également des comparaisons avec des récits d'autres mythologies indo-européennes, qui pourrait effectivement indiquer une origine commune du mythe ou des influences païennes extérieures. Pour de nombreux érudits, cette influence empruntée aux autres cultures et réécrite par des clercs chrétiens sont attribuées à tort à la mythologie viking et ont déformé la connaissance que nous avons de la foi scandinave. Ce texte pourrait également puiser ses sources dans l'observation de catastrophes naturelles en Islande. Richard Wagner, par exemple, a beaucoup popularisé le thème de Ragnarok avec son opéra excusez-moi pour l'allemand ou le suédois, je ne sais pas, Der Ring, je crois que c'est allemand, Der Ring des Nibelungen, dont la première partie a pour titre Götterdämmerung. On passe le crépuscule des dieux. Voilà, c'était le crépuscule de Valhalla, le pays des dieux. On rejoindra le Valhalla, je crois, quelque chose comme ça. Donc le crépuscule des dieux que Wagner avait composé justement. Ensuite, vous avez l'étymologie. Donc l'étymologie, je ne vais pas vous la lire, je vous mettrai le lien, de toute façon, vous regarderez sur Wikipédia. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai bien aimée, et que je conseille de regarder si vous êtes fan un petit peu de ce côté mythologique. Moi, j'ai toujours aimé la mythologie, qu'elle soit nordique, qu'elle soit effectivement sumérienne ou autre. C'est toujours très intéressant. Vous avez aussi tout ce qui est grec, tout ce qui est romain. Voilà, Apollon, etc., Poséidon, tous ces dieux, ces déesses, d'ailleurs, c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse. Mais on pourrait aussi faire une petite image, alors je vais faire un petit aparté pour parler un peu aussi de personnages. Là, actuellement, je lis un livre qui s'appelle « La fable des abeilles », écrit par Bernard Mandeville, c'est plutôt Mandeville. Alors voyons, on l'avait appelé Manhedvai, l'homme du mal en fait. Pourquoi ? Parce que Bernard Mandeville, qui est un homme qui est né au, je crois, 17e, décédé au 18e siècle, je crois qu'il est décédé en 1733, en janvier 1733, a fait des études de médecine. Alors il a eu une spécialisation, il s'intéressait aux maladies nerveuses en particulier, Mandeville. Et Mandeville avait une toute autre explication du monde dans lequel nous vivons. C'était complètement l'opposé de Voltaire, justement, qui lui, Voltaire, disait que l'homme est sincèrement bon. C'est un animal sociable, en quelque sorte. Il croyait en la bonté de l'homme. C'était son choix, Voltaire. Moi, je ne critique pas. Mandeville, c'était tout l'opposé. Mandeville, plutôt, disait dans la fable des abeilles, vous l'aurez remplacé par « le vice en privé fait la vertu du public ».
C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vice en privé, vous n'avez pas de vertu dans le monde public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Mandeville, en quelque sorte, ici, il y a la corruption, comme nous le voyons aujourd'hui, qu'elle soit politique ou autre, c'est-à-dire le trafic de drogue, le trafic de prostitution, tout ce que vous voulez, les dessous de table, etc., les pots de vin, les arrangements, comme on dit, il ne peut pas y avoir de vertu publique pour Mandeville. Ce n'est pas possible. Donc Mandeville dit que pour qu'il y ait cette vertu publique, il faut que le capitalisme, qui est en fin de compte dans le secret, c'est ce qu'on appelle le secret du capitalisme, c'est-à-dire la partie cachée, la partie émergée, un peu comme un iceberg, soit en quelque part pour Mandeville quelque chose de corruptible, qui est corrompu tout simplement. Voilà. Et le jour où vous avez justement la fable des abeilles, où il dit quand tout va mal dans la ruche s'écroule. Ça veut dire qu'à un moment donné, les abeilles qui faisaient peut-être un peu, si vous voulez, ce qu'elles voulaient, elles obéissaient pas à la hiérarchie, ou je vais dire, elles faisaient un peu d'une forme de corruption dans leur essaim. Tout se passait bien entre elles et tout. Puis le jour où cette corruption disparaissait, c'était toute la colonie qui disparaissait. Donc peut-être Mandeville voulait dire par là, pour lui en tout cas, dans sa manière de penser, dans sa manière de réfléchir, eh ben, peut-être que Mandeville voulait dire simplement, il ne peut pas y avoir un monde de vertu s'il n'y a pas de corruption dans le monde privé. Donc je lis ce livre qui s'appelle La fable des abeilles, que je vous conseille de lire. Et peut-être après Voltaire, vous pourrez lire aussi, qui pourrait vous donner un autre éclaircissement de l'homme. Et donc, c'est intéressant. Ça montre bien, vous voyez, il y a eu des penseurs, il y a eu beaucoup de penseurs, de philosophes. Il y a Nietzsche qui parlait aussi du nihilisme, par exemple. Alors, comment l'entendre, le nihilisme? Parce que le nihilisme, c'est simplement un phénomène de décadence, c'est-à-dire, à un moment donné, la société, nihilisme a parlé de 2 siècles de décadence, il paraîtrait. Et donc, où l'homme, effectivement, rentrait en décadence. Il a parlé notamment du monstre froid en parlant des États, en disant que les États, les gouvernements, d'ailleurs, gouvernement, le gouvernail qui va vous mentir, gouvernement mentir, oui, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, la société ne peut pas fonctionner. Vous-même, dans le public, nous-mêmes, dans le public, peut-être serions-nous malheureux s'il n'y avait pas de corruption. C'est triste à dire, je sais, ça paraît être un oxymore, ce que je dis, ça paraît être un paradoxe, et pourtant, Mandeville le pense. Après, à chacun d'interpréter dans son esprit, dans la profondeur de sa réflexion, ce qu'il en pense. Mais j'ai un petit penchant pour Mandeville. C'est vrai que je trouve que Mandeville est intéressant comme personnage, ce docteur philosophe. Il a vécu en Angleterre. D'ailleurs, après, vous avez eu, je crois, c'est Adam Smith qui est venu ensuite. Il y a eu plein de philosophes anglais qui sont venus. Et je vous dirai, quand j'aurai fini de le lire, parce que je lis un autre livre actuellement, donc celui-là, je l'avais commencé, parce que le problème, c'est que je commence un livre, j'en finis pas un, j'en recommence un autre. C'est très compliqué, vu que je suis un peu multi-machin. Et donc, je suis toujours un petit peu comme une abeille qui butine de fleur en fleur. C'est un peu compliqué, j'ai du mal à me concentrer des fois. Je suis même obligé de mettre un casque à cause du bruit. Mais bon, c'est vraiment, je vous raconte ma vie, là. En fait, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc, notamment, justement, cette fameuse, d'ailleurs, je peux vous lire, si vous voulez, à l'arrière du livre, ce qu'il est dit exactement. Il est dit, voyez, cette fable politique du 15-18e siècle, trop souvent réduite à l'idée que les vices privés font les vertus publiques, est ici présentée par Danny Robert Dufour. Il montre dans son introduction pourquoi ce texte est le ferment de la pensée libérale et comment, dès sa sortie en 1723, il déclenche un scandale, les esprits bien pensants de l'époque jugeant l'œuvre pernicieuse et diabolique. Bernard de Mandeville démontre dans une fable aussi impudente qu'effrontée les artefacts de la morale commune. Contrairement à Rousseau, pour que l'homme effectivement est naturellement bon, Mandeville le conçoit comme un véritable fripon. Cette fable publiée dans une nouvelle traduction est accompagnée d'autres textes et d'auteurs qui permettent de comprendre l'importance, l'utilité sociale de l'égoïsme et les ressorts économiques de la prospérité. Alors vous voyez, c'est plutôt effectivement Rousseau, je vous ai parlé de Voltaire, j'ai dû me tromper. Mais il me semble qu'il parle de Voltaire, je ne sais pas pourquoi. Bon bref, c'est pas grave, il faut vérifier. Il me semble que c'est plutôt Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Et donc, voilà, donc vous voyez, même entre les philosophes, les penseurs contemporains de notre époque, vous voyez, on retrouve un petit peu ce Ragnarok. Est-ce qu'il y a un lien? Vous voyez, c'est la guerre entre les méchants, les bons. Vous voyez, il y a les méchants titans, géants, contre les dieux qui sont bons, qui veulent...
Et on retrouve ça en fait, voilà. Donc je voulais vous dire un grand merci de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite en fait une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt en espérant que tout ça, ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.